Bonjour à tous. Je suis ici pour vous parler de Jenkins et de comment on maintient notre intégration continue tout seul comme des grands, sans équipe dédiée. Je m'appelle Julien, je suis développeur chez Solocal. Solocal, vous avez peut-être entendu parler de nous avec les spots de pub qui ont été diffusés fin d'année dernière. Donc notre promesse, c'est de ramener des visites dans les magasins physiques. Donc les magasins de votre boucher, charcutier, de votre quartier, aux magasins de plus grands groupes, type la Fnac ou Darty. Et typiquement, je travaille sur le produit Bridge qui s'adresse à ces grands groupes pour leur permettre de développer leur chiffre d'affaires local, donc au sein de leur magasin. Juste pour vous donner une idée de comment est architecturé notre produit, on a différentes API qui ont été développées en Node. On va avoir des projets type PHP Symfony. On a des back-office en Angular, JS et en Angular. On déploie tout ça dans Cube. On a un peu de Rabbit pour faire discuter les API. Et du coup, le produit est assez complexe. On a pas mal de briques. Donc assez vite, on a eu besoin on a pensé à notre CI. Pourquoi on a eu une CI? Au départ, c'était classique, c'était pour construire tous nos projets, pour les construire, pour pouvoir les tester, donc, garantir une certaine qualité au niveau de notre code. Et ensuite, on voulait automatiser tout ce qui était création de release pour ces différents projets-là, et puis automatiser toute la partie déploiement en prod, mais aussi déploiement sur des environnements de dev. Du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur notre CI. Quand on a commencé dans l'entreprise, on avait du Travis qui était présent. Donc on a commencé en utilisant ce produit-là. Mais assez vite, on s'est aperçu qu'on avait des limitations qui nous gênaient. La première, et la principale, c'était qu'on avait une limitation au niveau du nombre de builds de concurrents. Donc ça, c'est en fonction de ce qu'on paye en fait. Donc nous, on avait un plan qui nous limitait à 2 ou 3 builds de concurrents en même temps. Et ça, au début, ça fonctionnait pas trop mal parce qu'on avait un ou deux projets, une petite équipe de dev, mais à force qu'on a grossi et qu'on a augmenté le nombre de projets, le nombre de PR est arrivé croissant et donc du coup, ça mettait très longtemps les builds démarrer après un certain temps, donc c'était un peu gênant. L'autre problème, c'est que c'était super cher, on trouvait ça super cher, notamment avec la limitation qu'on avait avec ces 2 builds concurrents. Et un autre problème qu'on avait commencé à identifier, c'est que on voulait faire du déploiement de nos projets, des déploiements automatisés. Et avec Travis, vu que Travis sont chez eux, ça nous obligeait à rendre disponible notre plateforme de prod à l'extérieur. Et ça, on n'était pas trop chaud pour faire ça. Et c'est pour ça qu'on a tout migré dans Jenkins. Donc pourquoi on est parti sur Jenkins? Déjà, la principale raison, c'est qu'on était plusieurs à connaître le produit, donc du coup, l'installation et la configuration s'est faite plutôt facilement. Et après, derrière, Jenkins nous permet de s'adapter complètement à nos besoins. On peut faire un peu tout et n'importe quoi avec lui. Le problème de réseau qu'on avait avec Travis, là il est réglé puisque on déploie notre Jenkins dans AWS à côté de notre prod. Donc du coup, pas besoin d'ouvrir la prod à l'extérieur. On reste dans AWS. Et derrière, plus de problème non plus au niveau scalabilité des builds. Donc dès qu'on est chargé, on a des slaves qui démarrent et donc ça absorbe les pics de charge qu'on peut avoir dans notre CI. Donc dans Jenkins, on a des jobs. Et nous, tous nos jobs, on les a créés, on les crée avec des pipelines. Donc les pipelines sont arrivés dans Jenkins assez récemment par rapport à la durée de vie du produit. Il y en a 2 types. Donc les tout premiers qui sont arrivés sont les pipelines scriptés. Donc ceux-là, on les écrit en Groovy. Et plus récemment, les équipes de Jenkins ont introduit un nouveau type de pipeline, donc les pipelines déclaratifs. Et là, la différence par rapport au premier, c'est qu'on n'a pas besoin d'apprendre Groovy, c'est une syntaxe simplifiée. Et ça permet d'écrire, ce soit un peu plus sympa pour écrire
des pipelines. Je vous ai donné un exemple de notre pipeline de build. En haut, vous avez notre pipeline de build de tous nos projets, donc Node, PHP et même BO. Et dessous, un pipeline plus simple qu'on utilise pour nos librairies. Et chez nous, on a décidé de tout builder dans du Docker. Alors pourquoi faire ça? La principale raison, c'est qu'on a gagné en simplicité au niveau de la configuration de Jenkins. Du coup, on a besoin de très peu d'outils au niveau de la CI, puisque tout est dans Docker. Ça nous permet de reproduire les builds sur notre poste de dev. Dès qu'on a des soucis, ça permet de reproduire le problème. Donc c'est assez pratique. Derrière, tous les builds qu'on va lancer, ils démarrent de zéro. Donc on n'a pas de souci de cache qui pourrait traîner dans un coin ou autre. Et enfin, ça nous permet d'avoir le même type de pipeline ou de job pour toutes les technologies. Donc Node, PHP et même nos back-office Angular. Du coup, on a à peu près le même type de job. On se retrouvait potentiellement à faire du copier-coller dans nos pipelines. Ça nous plaisait pas trop. Donc du coup, on a essayé de trouver comment éviter de dupliquer du code au sein de notre CI. Et du coup, on s'est retrouvé à utiliser les shared librairies. Donc c'est une fonctionnalité de Jenkins qui est disponible. Et le but de cette librairie, de cette fonctionnalité-là, c'est de partager en fait des bouts de pipeline au sein des différents jobs. Donc, du coup, on se retrouve à éviter tout ce qui est copier-coller de code, et donc on réutilise pas mal de parties au niveau de nos jobs. C'est assez facile à configurer. C'est dans l'interface Jenkins, on va avoir un endroit, on va pouvoir lui donner un nom, un repo Git ou autre pour récupérer les sources de la librairie. Et à partir de là, tous nos jobs, tous nos pipelines auront accès aux fonctionnalités, aux fonctions et aux méthodes, aux classes qui se trouvent dans notre librairie. À l'utilisation, vu qu'on est en Groovy, on va pouvoir en fait faire des trucs un peu plus poussés. Typiquement, nous, on a créé des build factory pour nos jobs. Ça va permettre en fait de créer différents types de classes. Donc là, typiquement, pour builder nos projets, en fait, on a deux types de builds. On va avoir le build qu'on va lancer pour les PR et le build qu'on va lancer pour les masters. C'est pas tout à fait les mêmes. Donc pour factoriser ça, on a créé nos factory builds. Et l'avantage qu'on a, c'est que dans les Jenkins files, donc au sein de tous les projets dans GitHub, on se retrouve à simplement importer la factory qui provient de la shared library et l'appeler en passant l'environnement de Jenkins. Et ça nous permet d'avoir toute la logique de construction de nos projets au sein de la shared library. Et donc, on va pouvoir faire évoluer notre pipeline de build sans avoir à repasser sur tous les projets pour pouvoir les modifier, ces projets-là et le pipeline. Donc, au niveau de cette librairie-là, on trouve ça vraiment, vraiment sympa à utiliser. On n'a plus de redondance, on n'a plus de duplication dans notre code de pipeline. Par contre, il faut bien penser, avoir en tête que en déclarant cette librairie au sein du build, à chaque démarrage d'un build, Jenkins va aller cloner le repo de la librairie. Et donc du coup, ce temps-là, il peut potentiellement augmenter. Plus le repo augmente, plus le clone va durer du temps. Donc il faut juste penser à avoir ça en tête. Du coup, on se retrouve à avoir beaucoup de code. On fait évoluer notre pipeline, nos pipelines de build, nos autres pipelines, et on arrive à avoir quelques régressions qu'on n'a pas forcément vues tout de suite. Du coup, on s'est demandé comment on peut faire pour tester notre code avant de le lancer dans Jenkins. C'est là qu'on a trouvé le framework Jenkins Pipeline Unit. C'est une lib qui a été à la base créée par les Furets et qui va nous permettre donc de créer des tests unitaires pour notre code de pipeline, en fournissant différents éléments qui vont nous permettre de moquer certaines parties de Jenkins.
donc la configuration, les commandes de Jenkins. On va pouvoir le framework va nous construire la trace d'exécution du pipeline. Et on va pouvoir du coup comme ça traquer les régressions, comparer les différentes traces d'exécution et voir là où il y a des problèmes. Je vais vous donner un exemple. Donc là, on a un pipeline assez simple, différentes étapes. Une étape de checkout, on va lancer des commandes SH pour builder du Docker. On lance en parallèle de commandes donc pour lancer les tests unitaires, pour builder, là c'est une charte L, mais ça peut être n'importe quoi. Et une dernière étape de test d'intégration. Et on va vouloir tester ce pipeline-là avec Jenkins Pipeline Unit. Donc c'est du test JUnit de base. On a le framework fournit une classe à hériter, donc on hérite de cette classe-là. Et après derrière c'est du classique. Dans le setup, on va moquer tout ce qu'on a besoin de moquer. Donc c'est là qu'on va donner au framework l'environnement, donc donner les paramètres d'exécution, etc. Et après, on a donc une méthode de test dans laquelle on va lancer le pipeline. Et derrière, on va pouvoir avoir des méthodes qui permettent de vérifier le statut du job, donc savoir s'il a réussi, il a été abordé ou s'il est complètement en erreur. Et la dernière ligne là, va permettre de comparer la trace de l'exécution courante par rapport à une ancienne exécution qu'on a lancée auparavant, donc faire du test de snapshot. Donc ça ressemble à ça, l'exécution. Donc comme vous pouvez voir, c'est quand même très similaire au job qu'on a pu voir. Donc la définition, donc on retrouve les stages, les différentes commandes. Et donc voilà, donc ça c'est un fichier texte. Le framework s'occupe de comparer ça tout seul. Et donc dès qu'il y a une erreur, un problème, donc le test échoue, on est au courant. Donc c'est un framework qu'on était plutôt content d'avoir trouvé. Ça nous a permis du coup de mettre pas mal de tests sur notre code de pipeline. Du coup on a réduit nos tests de régression, on ne fait plus trop. Par contre, à l'utilisation, c'est un peu lourd quand même. Là, je vous ai donné un exemple simple, mais dès que le pipeline est plus compliqué et qu'on a besoin, par exemple, on fait des commandes shell, et ces commandes shell, on a besoin du résultat de cette commande pour pouvoir traiter à la suite du pipeline. Ça demande pas mal de configuration et c'est très lourd à écrire. Et niveau documentation, c'est super léger. Donc on a galéré un petit peu à mettre ça en place. Et après, il faut penser que c'est vraiment du mock testing, c'est-à-dire que sur les commandes shell, typiquement, on va dire telle commande, elle va renvoyer tel résultat, mais du coup, si la commande en tant que telle, elle ne renvoie pas ce résultat-là et qu'on donne d'autres options, etc., si on oublie d'aller modifier le retour, nos tests, en fait, ils ne testent plus grand-chose. Donc, il faut faire attention à ça. Donc maintenant, on avait plein de jobs, on les avait testés. Ce qui nous gênait maintenant, c'était qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau job, il fallait quand même qu'on aille dans l'interface d'administration de Jenkins pour dire j'ai un nouveau job, donc je le crée, je lui donne un nom et je leur donne le pipeline, etc. Donc c'était des tâches un peu pénibles à faire. Et on s'est demandé comment automatiser ça. Donc là, c'est là qu'on a utilisé JobDSL. JobDSL, c'est un plugin qui existe depuis un bon paquet d'années dans Jenkins, bien avant les pipelines. Et l'idée, c'est d'avoir un job qui va gérer tous les autres. Et comment ça fonctionne? En fait, il va simplement générer le XML de la configuration du job à partir d'une DSL Groovy. Donc là, je vous ai mis un exemple d'un job tout simple. On leur donne un nom et puis derrière les étapes. Donc il va afficher un hello world. Et on va pouvoir créer donc le job de seed, donc le job initial. Et dedans, on va pouvoir avoir une petite partie d'étapes de configuration de DSL où soit on va lui donner le script, les scripts Groovy pour construire les jobs. Donc ça, c'est bien pour les exemples. Mais par contre, on va pouvoir lui donner en fait un repo Git. Et donc, le job va scruter le repo Git, récupérer les fichiers qui se trouvent dans ce repo-là et créer tous les jobs et toutes les vues correspondantes. Et après, derrière, une fois qu'on lance le job, en fait, on va voir qu'il crée automatiquement les jobs correspondants et on est content.
Et Job DSL, donc c'est du Groovy, donc on peut faire d'autres choses sympas avec. Typiquement, là, on a aussi créé des builders. On a créé des builders pour pouvoir en fait partager de la configuration au niveau de nos jobs. Donc on a un builder de base qui va nous permettre de configurer tous nos jobs pour qu'ils aient 5 builds d'historique. Donc on va pouvoir configurer comme ça pas mal de propriétés. Et derrière, à l'utilisation, il suffit d'appeler notre builder, de donner les paramètres de notre builder et après continuer la définition de notre job. Et vu qu'on a envie qu'on est des fous, on est même allé jusqu'à tester tester ce code-là. Donc là, il n'y a rien qui est fourni par le framework. Donc du coup, c'est pas très beau, mais ça a le mérite de faire son job. Et donc on fait du snapshot testing à la main. On va lancer notre job. Donc ça va générer le XML. Le XML, derrière, on va le comparer avec une exécution précédente. Donc pareil, dès qu'il y a une modification, on est au courant de pourquoi. Et pour info, là on utilise une librairie, c'est Assert XML pour éviter de faire de la comparaison de string, qui serait beaucoup trop strict et un peu pénible à utiliser. Et à droite, vous avez du coup un résultat, un extrait de XML qui est généré par le plugin. Et donc ça, en fait, c'est typiquement les fichiers de conf que vous retrouvez dans Jenkins, si vous n'êtes jamais allé vous connecter sur le serveur pour voir à quoi ça correspondait. Job DSL, pareil, on en est très content. Maintenant, tous nos jobs sont automatisés et créés par ça. Donc dès qu'on a un nouveau job qui arrive, on ne va plus utiliser l'interface Jenkins pour le créer. On va créer un nouveau fichier dans un repo Git. Et après, derrière, on attend, une fois qu'il s'est comité émergé, on a juste à attendre que le job de seed se lance et le job apparaît dans Jenkins. Niveau documentation, elle est très complète pour tout ce qui est plugin supporté. On n'a même pas besoin d'internet parce qu'en fait le plugin, donc il suffit de se connecter directement sur notre Jenkins et on a accès à la Groovy DSL de tous les plugins disponibles. Donc ça c'est cool. On a vu que c'était testable, c'est pas foufou mais ça a le mérite d'exister. Par contre, niveau utilisation, ça peut être un peu lourd. Typiquement, ce qu'on trouve de lourd surtout, c'est la partie test, mais pour tout ce qui est plugins qui ne sont pas directement supportés, donc qui n'ont pas de DSL Groovy dédié dans le job DSL, on va se retrouver en fait à écrire du XML via l'API Groovy, donc en créant des nœuds, des trucs comme ça, donc c'est un peu chiant à utiliser. Mais heureusement, en fait, ça nous est arrivé très peu de fois. En fait, on doit avoir un ou deux jobs comme ça qui nous obligent à gérer du XML dans le Groovy. Et niveau du coup documentation pour les plugins pas supportés, on n'a rien, donc il faut se débrouiller. Donc voilà, on a nos jobs. Nos jobs sont automatisés, sont testés. On n'a plus besoin de l'API de l'interface Jenkins pour pouvoir les créer. Par contre, dès qu'on a besoin d'aller modifier la configuration de Jenkins, ou si jamais on avait besoin de le réinstaller Jenkins, on ne savait pas l'historique de la configuration de Jenkins, on ne savait plus trop ce qu'il y avait à faire. Donc on se dit comment automatiser la gestion de cette la configuration de Jenkins. Parce que du coup, aller modifier le fichier, l'interface d'admin, c'est un peu pénible. Et c'est là qu'on a trouvé le plugin Jenkins configuration as code. Donc c'est un plugin qui est aussi assez récent, mais qui a le mérite de bien marcher maintenant. Et l'idée, c'est d'avoir toute la configuration de Jenkins dans des fichiers de config simples. Donc c'est du YAML, donc on aura encore un peu plus de YAML, mais du coup, on s'abstrait de toute la partie click dans l'interface. Niveau utilisation, c'est assez simple, on va avoir notre fichier de configuration qu'on va écrire, qu'on va donner au plugin. Et derrière, tout notre serveur sera configuré avec la config correspondant au fichier. L'avantage, c'est que la plupart des plugins sont supportés out of the box. Dans notre cas, tous les plugins qu'on utilisait ont été supportés. Donc que ce soit l'autant de GitHub, le plugin EC2 pour la partie Slave, Docker, Node. Et du coup, on a même aussi Job DSL qui est supporté.
Et du coup, ça nous permet de créer le job de seed dont je parlais précédemment dans la configuration de Jenkins configuration as code. Ce qui fait que quand on applique la configuration pour la première fois sur un nouveau serveur, etc., bah, automatiquement, on se retrouve avec toute notre Jenkins configurée et les jobs créés. Donc le Jenkins configuration as code, on en est très bien content. Toute la config, on se retrouve dans des fichiers texte. Du coup, on gagne tout ce qui est bonne pratique qu'on peut avoir à côté. Donc le versionning de la config, des reviews en cas de modification. Ça, c'est cool. Par contre, le plugin ne supporte pas l'installation des plugins. Donc il va falloir trouver autre chose pour installer tous les plugins. Mais une fois qu'on a installé les plugins, ça fonctionne. Et il faut être conscient aussi que ce plugin-là, il est de configuration, il est très sensible aux versions des plugins qui sont installés. Il nous est arrivé quelquefois de mettre à jour un plugin et de ne pas penser à mettre à jour la config dans notre repo donc de configuration. Et en fait, quand on applique la nouvelle config ou on applique une config après, la configuration ne va pas être appliquée complètement. En fait, on a juste des messages d'erreur au niveau du plugin, mais on aura juste une application partielle de la config. Et du coup, ça amène des fois des problèmes, donc il faut faire attention. Donc là, maintenant, on est arrivé à un point où on avait notre configuration qui était de Jenkins qui était automatisée, la gestion de tous les jobs aussi. Il nous restait en fait à comment automatiser la partie installation de Jenkins et notamment la partie installation des plugins. Parce que du coup, si jamais on avait besoin de réinstaller un nouveau serveur ou réinstaller le serveur existant parce qu'il avait crashé, les étapes qu'on avait à suivre, donc c'était de choisir une instance dans le CD pour avoir la machine, derrière installer manuellement Jenkins, le Nginx, configurer les certificats SSL et trouver les plugins à installer. Et du coup, ça, on trouvait que c'était beaucoup trop pénible à mettre en place. Du coup, on a essayé de réfléchir à ce qu'on pouvait faire. Vu qu'on avait un cube déjà, après un cluster Kubernetes qui était présent, on s'est dit pourquoi pas déployer le master dedans. Donc on va déployer en fait notre Jenkins master dans Kubernetes. On a fait ça en utilisant une charte Helm qui existe déjà. Donc je ne vais pas parler de Helm, mais c'est simplement, ça permet de facilement installer des choses dans Kubernetes. Et du coup, on se retrouve maintenant avec notre installation de Jenkins décrite dans un fichier YAML. Donc on va avoir la version de Jenkins qu'on veut installer. On va avoir tous les plugins qu'on utilise avec leur version. La partie certificat SSL, donc elle est gérée entre guillemets tout seul avec ce qui existe au niveau de Kube, des ingress, etc. Et on se retrouve avec toute la configuration de Jenkins configuration as code à ce niveau-là. Et donc du coup, on a pratiquement tout au même endroit. Derrière, à l'utilisation, c'est un peu le même principe que pour configuration as code. On a notre configuration qui est décrite dans un fichier. Ici, on va appeler la commande Helm, mais ça pourrait être autre chose. On applique la commande Helm soit pour installer un nouveau Jenkins, soit pour mettre à jour la configuration. Et dans le cas d'une installation d'un nouveau Jenkins, en fait, on va attendre un petit peu et on se retrouve avec un Jenkins qui est configuré. Tous nos jobs vont être créés et on est content. Il nous restait encore une chose à automatiser, c'était la gestion des slaves de Jenkins. Donc on a un fonctionnement en master-slave. Le master a toute la configuration et puis dès qu'on va lancer des builds, les builds vont être exécutés sur des slaves. Et nous, nos slaves, ils ont besoin de certaines informations. Donc on a besoin de la clé SSH, de la public key de nos développeurs. Ça nous permettait de nous connecter sur ces slaves-là, de faire des tests, essayer de débugger pourquoi ça ne marchait pas ou simplement d'avoir une machine pour rebondir ailleurs. On a des outils qui sont installés dessus et on avait du coup ces outils-là, il faut les configurer. Donc, du coup, la configuration, il faut donner les clés de Amazon, la configuration de Kubernetes, etc. Et ça, jusqu'à présent, en fait, on avait une image. Donc, quand on est dans AWS, on avait une AMI.
Et dès qu'on avait besoin de faire évoluer cette image-là, le développeur créait une instance à partir de cette AMI-là, installait manuellement ce qu'il avait besoin, modifiait la conf, créait une nouvelle AMI, et après on pouvait l'utiliser. Mais du coup, on n'avait pas tout, on avait perdu un peu qu'est-ce qui est installé dessus, etc. Donc ça ne nous plaisait pas. Et du coup, pour s'en sortir, on s'est mis à utiliser Packer, dont le job, c'est justement de pouvoir automatiser la création d'images. Donc nous, on l'utilise pour créer des images AMI, mais on peut créer d'autres choses avec. Et là, on se retrouve avec le même fonctionnement qu'on a pu voir pour les autres outils. On a notre configuration de l'image qui est dans un fichier, cette fois-ci en JSON au lieu de YAML. On va pouvoir donner des variables. La partie builder, c'est ce qui nous permet de savoir quoi builder. Donc là, on va builder dans Amazon. Ça va permettre de builder une image dans Amazon. Et après, on a la partie provisionneur. Et c'est cette partie-là qui va permettre de décrire qu'est-ce qu'on va installer dans l'AMI. Donc on en a plusieurs types. Donc nous, on utilise deux. La partie, donc le provisionneur de type shell. Donc là, on va simplement exécuter des commandes shell et ça va les exécuter dans l'image qui est en train d'être construite. Et il y a aussi un builder de type Ansible qui va permettre de jouer des playbooks pour configurer l'AMI. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des playbooks pour nos slaves, enfin pour les images de nos slaves, qui vont installer tout ce qu'il y a besoin. Et derrière, on utilise Packer pour qu'il lance ces playbooks-là pour qu'il configure les AMI. Une fois qu'on a notre fichier de config, il suffit de lancer la commande Packer build. Et à ce moment-là, on attend un peu et dans Amazon, on se retrouve avec une nouvelle image. On a un nouvel ID de cette image-là, on la met à jour dans notre configuration de Jenkins et on se retrouve avec un serveur configuré et dès que Jenkins va lancer un nouveau slave, il aura la mis à jour. Et voilà le résultat de notre CI en fait, actuellement. Donc en gros, elle est composée de 4 repos Git. On a un repo qui va contenir tous les jobs DSL, donc permettre de créer automatiquement ces jobs-là. On a notre CI librairie qui contient une partie, qui contient notre librairie partagée. On va avoir un repo où on a tous nos charts Helm, donc notamment la chart correspondant à l'installation de Jenkins, avec sa configuration. Et après, on a un dernier repo qui nous permet d'avoir toutes les playbooks Ansible, ainsi que les recettes de Packer. Au niveau de la prod du run, on se retrouve avec le master de Jenkins dans Cube, et tous les slaves, eux, sont directement des machines EC2. On n'a pas voulu lancer les slaves dans Cube aussi, parce que, comme nos builds, c'est du Docker, on build des images Docker, on voulait éviter de builder du Docker dans du Docker, pour éviter les problèmes. Donc voilà à peu près ce qu'on a mis en place chez nous pour cette partie CI. Et je voulais terminer par vous présenter quelques erreurs qu'on a pu avoir au cours de ces 4 dernières années. La première erreur, c'était lié au slave dynamique avec Amazon. Donc on a configuré Jenkins pour que automatiquement, en cas de pic de charge, si le master s'aperçoit qu'il n'a plus d'exécuteur disponible, automatiquement on va avoir une nouvelle instance dans SED qui est créée. Cette instance-là démarre et du coup, une fois qu'elle est prête, elle peut recevoir et dépiler du build. Pour éviter que ça nous coûte une blinde, on a utilisé des spot instances. Donc dans Amazon, les spot instances, elles sont moins chères. Par contre, il faut savoir que Amazon se réserve le droit de les récupérer quand il veut. Et c'est ce qui nous est arrivé à un moment donné. Amazon a récupéré toutes nos instances spot. Et du coup, on n'avait plus du tout de slave. Donc pendant un moment, en plus on était au milieu d'une release. Du coup, la release a été interrompue, c'était un peu le bazar. Et donc pour éviter de se faire avoir, maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on va avoir plusieurs types de slaves. Un premier slave donc classique avec spot. Donc là, généralement, on met une grosse machine parce que ça va être là où on va lancer tous nos builds. Mais au pire, si jamais ça s'arrête, c'est pas grave, on attendra juste après que nos builds démarrent, enfin qu'on récupère des builds. On va avoir un autre type de slave qui, eux, sont configurés avec des instances normales, donc sans spot.
Donc là-dessus, on va lancer des jobs critiques. Donc typiquement, notre job de release, on va le lancer dessus. Au moins, on est sûr qu'il ne se fera pas interrompre salement au milieu en cas de récupération d'instances. Et enfin, pour info, nous, on a aussi juste créé un autre type de slave tout petit, donc qui utilise une petite instance dans Amazon. Et là-dessus, on va lancer des petits jobs. On sait qu'ils n'ont pas besoin énormément de mémoire. Un autre problème qu'on a pu avoir avec notre CI, c'est au niveau des temps de build. En fait, on s'est aperçu que les builds de nos projets prenaient énormément de temps, et beaucoup plus de temps qu'en local. Donc on a des bonnes machines, mais on trouvait ça quand même bizarre que sur Jenkins, les jobs ils prenaient 2 fois plus de temps. On a essayé de regarder ce qui se passait, et en fait, le point de blocage se situait au niveau des IO disks. Et du coup, on s'est dit, pas de problème, on va choisir des instances qui possèdent du SSD. Et le truc, c'est que dans Amazon, les instances qui ont des disques SSD, en fait, les disques ne vont pas être montés automatiquement. Donc c'est un peu embêtant. Et on se retrouve donc à avoir un script qui est lancé au démarrage de tous les slaves, qui va permettre de créer la partition sur le disque SSD, la monter. Derrière, on va aller copier tout le workspace de Jenkins dessus, tout le répertoire Docker aussi. Et à partir de là, en fait, on se retrouve à lancer tout. Enfin, Docker et Jenkins vont travailler sur la partition du SSD. Et donc, on a gagné beaucoup de temps là-dessus. Un autre point qu'on a dû retravailler, c'était au niveau des Dockerfiles. Comme on build tout dans Docker, on a réfléchi un peu à comment améliorer cette construction-là. Donc là, le premier point qu'on a mis en place, c'était d'utiliser les multi-stages de Docker. Ensuite, on a dû réfléchir à réorganiser notre pipeline, parce qu'on s'était aperçu que dans notre pipeline, on commençait par construire des images Docker, et derrière, quand on lançait les tests d'intégration sont lancés aussi avec du Docker Compose. Mais je ne me rappelle plus ce qu'on avait fait comme bêtise, mais en gros, il redémarrait la construction des images dans cette étape-là. Donc du coup, on buildait 2 fois les images. Ça prenait du temps, c'était un peu bête. Du coup, on s'est arrangé pour que les tests d'intégration, ils utilisaient bien les images qui étaient construites à l'étape précédente, en utilisant le cache Docker. Et une autre manip qu'on a mis en place au niveau de la CI, c'est qu'on va copier notre cache yarn dans S3. Comme on build tout dans Docker, du coup, à chaque build, on va aller télécharger toutes les dépendances extérieures, donc ça prend un certain temps. Pour éviter que ça nous prenne vraiment trop de temps, on s'est retrouvé à vouloir configurer notre build pour qu'il aille récupérer le cache dans S3, il le copie sur les instances, sur les slaves. Derrière, on le monte avec des volumes dans l'image Docker. Et du coup, quand l'image Docker lance le build, on a déjà un cache qui est à peu près initialisé. Et à la fin de ce build-là, le résultat du cache yarn, on le renvoie dans S3 pour qu'il soit disponible pour l'étape d'après. Et dernier problème que je voulais aborder, c'était au niveau des quotas Git. Donc on utilise Git pour nos sources. On se retrouve avec des projets de type organisation dans Jenkins. Donc en gros, on en avait un pour toutes nos API, notre back-office, et un autre qui correspondait au projet PHP. Et à un moment donné, on se retrouvait avec des images, des warnings qui nous disaient qu'il y avait le quota qui commençait à disparaître. Et même, on avait vraiment plus de quota disponible. Et donc du coup, qu'il fallait attendre l'étape, le prochain quota qui allait arriver. Et ça, du coup, tout notre job était bloqué. On ne pouvait plus cloner les repos. Donc tous les jobs de PR, etc., on était bloqués. Donc on était un peu triste. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est on
On a créé plusieurs utilisateurs au niveau de la CI pour pouvoir partager le quota, puisque le quota en fait de GitHub il est lié à l'utilisateur. Donc du coup en ayant plusieurs, ça nous permet de doubler, d'avoir plus de quotas. Faut faire attention aux outils qui créent des PR tout seuls. Typiquement, on avait Dependabot, on a installé et configuré Dependabot. Donc on était content puisque Dependabot permet de mettre à jour automatiquement les dépendances de nos projets en créant des PR dès qu'il détecte qu'il y a une nouvelle dépendance, une nouvelle version d'une dépendance. Donc on avait configuré ça. Comme on était des fous, on l'avait configuré pour ce qui scrute en live la registry pour détecter les nouvelles dépendances. Et du coup, Dependabot allait créer des PR tout le temps sur tous nos projets. Du coup, on avait quelques centaines de PR qui se buildaient par jour. Et donc, du coup, ces PR déclenchaient des builds. Et ces builds, du coup, consommaient du quota. Du coup, on était un peu embêtés. Donc là, on a simplement modifié la configuration de Dependabot pour qu'il aille scruter une fois par semaine tous les projets. Et du coup, ça s'est beaucoup mieux passé. Faut faire aussi attention aux plugins de Jenkins, parce que eux aussi peuvent, certains plugins peuvent aller consommer du quota en faisant des calls sur l'API GitHub. Typiquement, nous, le plugin qui nous embêtait, c'était le plugin Skip CI, qui permet d'éviter de lancer des builds si jamais il y a dans le message de commit, il y a un texte un peu important. Et lui, en fait, on s'est aperçu que dès que le webhook de GitHub réveillait Jenkins, le plugin allait quand même faire un call sur GitHub pour savoir s'il avait besoin de se lancer ou pas. Donc ça consomme du quota. Et on a essayé aussi de sortir en fait certains projets de Jenkins pour aller essayer notamment les GitHub Actions qui ont été rendus, qui sont arrivés en fin d'année dernière. Donc là, on avait bougé tous nos projets de type librairie dedans. Mais au final, en fait, on se retrouve avec une autre limitation parce que du coup, il y a aussi des quotas de temps de build avec les GitHub Actions. Donc du coup, c'était pas forcément une bonne idée. Donc en fait, on est en train de revenir en arrière. Donc là, on arrive à la fin. Si jamais vous avez dormi, j'ai un slide qui résume à peu près toute la présentation. Donc pensez à automatiser votre CI, automatiser l'installation de Jenkins, c'est possible. Automatiser la gestion de la configuration de Jenkins, c'est aussi possible. La gestion des jobs, c'est aussi possible. Et n'oubliez pas non plus que vous pouvez appliquer les bons principes de développement à votre CI, que ce soit avec les shared librairies ou faire des tests avec Jenkins Pipeline Init. Je vous remercie. Si vous avez des questions, il y a du temps. Bonjour et merci pour votre présentation. Merci. Là, juste comme ça, on a juste envie de dire waouh, toutes ces configurations. Est-ce que vous sauriez quantifier le coût en Jorum et puis le coût financier en fait de toutes ces configurations? C'est-à-dire le coût maintenant qu'on utilise, qu'on a à gérer tout ça ou combien ça vous a coûté de mettre en place tout ça? Et est-ce qu'au final c'est rentable financièrement? Alors l'estimer non, ça arrivait petit à petit quand même. En fait assez vite on a commencé donc juste par la partie pipeline, donc automatiser créer les jobs avec des pipelines. Et en fait c'est venu après le fait de ça nous embêtait d'utiliser Jenkins, donc on a découvert JobDSL lors d'une conf, donc on se dit pourquoi pas l'essayer. Après à mettre en place c'est pas compliqué. Les tests ça a été un peu plus chiant, mais c'était en limite du side project en fait de quelques-uns pour regarder. Alors après est-ce que ça vaut le coup? L'avantage c'est que maintenant tout le monde peut aller regarder comment ça fonctionne et on a un historique en fait sur toute notre CI. Alors qu'avant c'était vraiment que quelques-uns dans l'équipe qui savaient comment ça fonctionnait. Au moins là maintenant l'info est disponible, les gens peuvent regarder, ils peuvent relire des PR quand elles arrivent, donc du coup connaître ce qui se passe. Donc ça quand même c'est assez intéressant à avoir. Mais donner un chiffre comme ça, je sais pas.
Merci pour la présentation. En fait, nous, en utilisant Jenkins, on a voulu passer des builds classiques, des jobs classiques au pipeline. Et en fait, c'était pour chaîner les pipelines qu'on a eu des problèmes tout côté dépendance, que tu n'as pas envie de que ta première librairie recrée toutes tes librairies, enfin relance toute ta chaîne de build. Mais ça relance pas les chaînes de build, ça crée les jobs simplement. Ouais, et justement, sur les jobs, en fait, il y avait la possibilité de relancer qu'un job lance les autres jobs. Là, du coup, ce serait possible, genre avec Job DSL ou autre? Alors, non, ce qu'on fait, c'est pas avec Job DSL, c'est que dans les pipelines, en fait, tu as des commandes pour trigger des jobs directement, en fait, pour lancer un autre job. Donc, tu lui donnes un nom avec ses paramètres et ça lance le job automatiquement, quoi, dès que tu arrives sur cette étape-là. C'est pas avec Job DSL, c'est directement avec les pipelines de Jenkins. Tu peux dire je trigger ce job-là. Le truc, c'est juste qu'il faut avoir son nom. Il faut avoir le bon nom, quoi. Ça avance vraiment, c'est comme si tu allais cliquer, enfin tu démarrais dans l'interface, tu dis démarrer, là c'est juste ça se fait automatiquement avec une commande au niveau du pipeline. Ok, merci. T'as pas vu. Merci pour cette présentation. Moi, j'avais juste une petite question sur la gestion des credentials. Enfin, dans Jenkins, on a la possibilité de stocker des credentials. Du coup, vu que tu mets tout en passcode, tu les stockes dans un key store Alors non, en fait, ils sont chiffrés au niveau du fichier, en fait. Donc, en fait, ça vient parce qu'on utilise Helm. Et donc, Helm, ils ont un système pour chiffrer des secrets. Okay. Donc du coup, le fichier de secret, il est totalement chiffré et après, ils sont injectés dans d'autres fichiers avec des variables en fait. Okay. Donc c'est arrivé grâce à ça, quoi. Ok, merci. Voilà. Bonjour Julien. Merci pour la présentation. Sur le premier pipeline que tu as montré un pipeline en fait, ouais. Et dans les différentes étapes, il y en a une dernière, il y a Elastic. En fait, on balance tous les logs de notre pipeline dans Elastic en fait. Tous les logs de Jenkins en fait qu'on a, on le balance là-dedans, ce qui permet du coup. Alors pour les jobs de build classique, on s'en sert pas trop. Par contre, là où c'est intéressant, c'est pour nos tests end-to-end. Du coup, on se retrouve avec les logs dans Elastic, ce qui me permet de faire des stats, en fait, savoir quand est-ce qu'il pète ou quand est-ce qu'il pète pas, et de savoir quel job, quel test est un peu bancal, et donc il faut qu'on regarde pourquoi c'est bancal, en fait. Bonjour Julien, merci pour la présentation. Justement, tu parles d'Elastic pour les logs, mais pourquoi dans Jenkins il y a des fonctionnalités embeddées pour justement charger des résultats tests au format JSON directement via l'interface, qui propose justement de voir ce qui a cassé, ce qui n'a pas cassé. Donc, pourquoi cette préférence? Ça permet d'avoir juste un historique. Parce que du coup, là, c'est un historique agrégé, et donc derrière, après, on peut faire des recherches et faire des stats dessus. Et au moins, c'est tout au même endroit. Tout bon? Plus de questions? Moi j'en ai une. Est-ce que tu peux mettre tes slides à dispo? Oui. On les mettra sur chaîne. Ça marche. Très bien. Merci. Merci.